Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Vem comigo! Aujourd'hui, on a le jeûne, le métabolisme et la nutrition fonctionnelle. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de mélange de tout ça. Et je suis très contente de pouvoir parler un petit peu de ce sujet. On va faire en deux parties, partie 1 et partie 2, parce qu'on pouvait même aller jusqu'à partie 10. Hein. J'ai une formation de ça qui est à peu près de 6 heures de jeûne. Et donc, on va parler les essentiels. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui incite beaucoup de mal-être, de discussions, de pour, de non. Je suis pour, je suis contre. Et je ne suis pas là pour dire si j'aime le jeûne ou si j'aime pas. Je suis là pour vous donner l'état de l'art. Ça veut dire scientifiquement, qu'est-ce qu'on a en termes de jeûne. C'est ça mon propos à chaque fois. Et dans cette discussion, si vous restez jusqu'à la fin, on va discuter déjà les jeûnes et ses effets métaboliques. Est-ce qu'il sert à maigrir ou pas? Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques pour les cancers, pour le diabète, pour les cerveaux, pour le cœur? On va discuter tout ça. Et quel est l'effet du jeûne dans la détoxification? Pour qui est le jeûne? Quelles sont les contre-indications? Donc, notre objectif, c'est de vous présenter l'état de l'art dans ce domaine jeûne, métabolisme, de la recherche. Voilà notre sujet. Évidemment, je ne pouvais pas commencer autrement. Parce que lorsque vous comprenez la matrice de la nutrition fonctionnelle, vous pouvez traiter la personne. Si vous oubliez la matrice, vous allez traiter la maladie. Ce sont des choses complètement différentes. Vous allez traiter la maladie ou le déséquilibre. Et la matrice fonctionnelle, c'est elle qui va vous permettre de traiter la personne. Et quand je dis ça, il y a pas mal de gens qui disent « Ah oui, c'est la vision holistique du corps ». J'aime pas cette expression. Là, on va commencer à voir la matrice mitochondriale. Ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous comprenez comment fonctionne cette matrice, vous voyez, j'ai mis là une toile d'araignée exactement pour vous montrer qu'il y a chaque élément de cette matrice sont liés. Et une fois qu'on met la personne là-dedans, on va comprendre et on va pouvoir traiter la personne et non la maladie ou les déséquilibres qui va se présenter. Il faut savoir que ce projet est tout le temps pour vous, professionnels de santé. Et pour moi, qu'est-ce que je veux dire par professionnel de santé? C'est une personne qui s'occupe de l'autre. C'est une personne qui s'occupe d'autres personnes. Pour moi, c'est ça mon concept de professionnel de santé en tant que tout ce qui va partir de dedans, de nos systèmes. Parce qu'un coiffeur, il va s'occuper de l'autre personne, mais il va s'occuper de l'expression de ce qui se passe dedans. Donc, professionnels de santé sont ceux qui vont s'occuper, pas de l'expression tout simplement, mais de comprendre que tous les éléments internes vont s'exprimer d'une façon ou d'une autre externement, par des signes, de symptômes. Et c'est ça notre travail. Et comme je vous ai dit, la grande différence, c'est ça. C'est qu'on ne cherche pas de protocole. On ne cherche pas. Mon travail ici, avec vous qui sont sur YouTube, sur Facebook et ici sur Instagram, c'est de faire comprendre que ce n'est pas au travers de protocoles en disant « Elisa, qu'est-ce que je fais quand la personne a un syndrome métabolique? Qu'est-ce que je fais quand la personne a un diabète? Est-ce que le jeûne est bien pour je ne sais pas quoi? » Ça sont des questions
de la population générale. Et vous n'êtes pas la population générale. Vous êtes des professionnels. Et en tant que professionnel, vous avez l'obligation de connaître la biochimie de l'individu. Et c'est en partant de là que je vous présente rapidement à quoi consiste cette matrice de la nutrition fonctionnelle. Évidemment, les antécédents. Antécédents personnels et antécédents de la famille. Parce que comme ça, on va connaître un peu les terrains, la génétique de cette personne. Et on va savoir aussi si elle a des comorbidités, si elle a déjà passé par des chirurgies, si elle a déjà un prix à payer par rapport à son passé. Après, il y a les déclencheurs. Ça veut dire l'état actuel de cette personne. Il y a eu à un moment donné des déclencheurs. Quelque chose qui a se passé au niveau biochimique, au niveau personnel, un décès, un accident de voiture, ou même au niveau biochimique, une transformation. On gagne de l'âge, on se transforme, on devient ménopausé. Il y a des hommes qui vont aussi avoir une diminution de quelque chose au niveau, je veux dire, hormonal. Il y a des problèmes de prostate qui peuvent se... Tout ça, on a déjà discuté par rapport à notre vieillissement, notre processus de vieillissement qui va commencer à partir de 26 ans. Ça, c'était notre sujet de la dernière fois, le vieillissement. Après, on a les médiateurs et les perturbateurs. Alors, les médiateurs, si on pense à cytokine, prostaglandine, neurotransmetteurs, tout ça sont des médiateurs, sont des molécules qui vont se manifester. Et ces molécules, comme par exemple les cytokines inflammatoires, elles vont médier, elles vont continuer à perturber notre système. C'est pour ça qu'on appelle médiateur, perturbateur. OK? Voilà notre matrice. Ici sont les éléments qu'on appelle les éléments modifiables. Ça veut dire qu'il y a un gros travail qu'on va faire pour travailler avec cette personne, pour la convaincre qu'il y a plusieurs éléments, comme le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, le stress et le rapport qu'il va falloir prendre en main. Et c'est vous et moi, en tant que professionnels de santé, n'importe votre métier, dentiste, médecin, coach sportif et j'en passe, ont cette responsabilité de montrer à la population comment s'en sortir sur le point de vue épigénétique, sur le point de vue de sa façon, son mode de vie, son style, n'est-ce pas? On a alors tous ces nœuds biologiques qui sont des systèmes biologiques qui seront regardés par le regard de la nutrition fonctionnelle, qui est l'assimilation, l'énergie, la défense et réparation, biotransformation, transport, communication et intégrité structurelle. Vous allez voir que le jeûne va concerner tout ça, absolument tout. Mais à la fin, je vais vous montrer comment on va réfléchir le jeûne, parce qu'une fois que j'aurai tout expliqué, ça serait beaucoup plus clair pour vous. Donc, ce qu'on va étudier par rapport à ce jeûne, c'est quel est l'impact du jeûne. C'est ça qui m'intéresse. À chaque fois qu'il y a un sujet nouveau dans mon quotidien, dans mon travail, je pose la question, quel est l'impact de ce sujet, aujourd'hui c'est le jeûne, sur la matrice? Est-ce qu'il modifie les neuroassimilations? Est-ce qu'il modifie le microbiome? Comment le jeûne va agir dans la santé de cette personne? Est-ce qu'il va agir dans la défense et dans la réparation? Est-ce qu'il va agir dans le côté énergétique, améliorer la mitochondrie, la redox? Est-ce que ça va chambouler deux choses? Si ça va chambouler, améliorer tout ce nœud ou quelques nœuds, ça veut dire que ça fait du sens le jeûne, déjà, à la base. Améliorer le transport, qu'est-ce que je veux dire? Améliorer le côté de tout ce qui est tube dans notre corps. Est-ce qu'il va améliorer la communication, les éléments neuro-endocriniens? Est-ce qu'il va améliorer le sommeil? Est-ce qu'il va améliorer l'état nutritionnel? Donc, à chaque fois que vous avez une nouvelle stratégie, vous posez cette question. Vous posez quelle question? Quel est l'impact de cette stratégie
dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. C'est ça qu'on va partir. Ça veut dire qu'on va partir toujours, on va se fonder sur la matrice, sur cette toile d'interconnexion métabolique. Si c'est une toile d'interconnexion métabolique, il faut connaître le métabolisme. Et métabolisme, c'est catabolisme et anabolisme, qui fait partie de la physiologie humaine. Et là, vous avez l'obligation de connaître. Ça, c'est sûr. Cela dit, il ne faut pas oublier les aspects mental, émotionnel et spirituel. Quand je parle de spirituel, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a rien à voir avec religion. C'est spirituel dans le sens de votre client, votre patient. Quel est son propos? Pourquoi il existe? Pourquoi il est dans ce monde? Dans sa tête, quelles sont ses aspirations? Quel est son propos de vie? C'est plutôt dans ce sens-là. OK? Et avant de commencer aussi, je vais vous dire qu'il va falloir une ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Un esprit pur, un esprit léger, un esprit sans préjugés. Sans préjugés. Parce que ce que je vais vous donner comme information de 2021, il faut avoir une ouverture d'esprit. Si vous êtes enfermé dans vos valeurs, dans vos croyances, dans ce que vous avez lu quelque part, ça fait des années, ou dans votre formation, que peut-être, il y a plusieurs possibilités, n'était pas une formation très complète, ou était une formation qui ça fait des années, ancienne. Donc, je vous demande d'ouvrir votre esprit. Déjà, pourquoi? Parce que la nutrition fonctionnelle et même la nutrition tout court, elle parle de manger. Et là, on va parler de pas manger. On va parler de tout simplement absence d'alimentation. Donc, c'est déjà le contraire de ce qu'on a l'habitude. On a l'habitude de dire, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça. Et là, c'est assiette vide. Cette assiette vide, elle a une représentation psychique, elle a une représentation cognitive. Elle veut dire beaucoup de choses parce qu'elle va aussi jouer avec les émotions, nos émotions en tant qu'être humain. Donc tout ça sont des composants que quand on va établir une alliance thérapeutique avec nos clients ou avec notre patient, on va le connaître, on va savoir avec qui on fait affaire. Et alors, déjà, je vous dis qu'à la base, je ne sais pas vous dire, parce que à qui on va effectivement proposer, et là, je parle, attention, de jeûne, parce qu'il y a plusieurs types de jeûne. Jeûne, tout le monde aujourd'hui, la mode, c'est jeûne intermittent. Attendez, il y a des jeûnes qui ne sont pas des jeûnes secs, des jeûnes absolument faire de jeûne pour 15 jours, et qui vont rentrer dans plusieurs types de jeûnes, mais qui ce n'est pas intermittent. Et c'est ça que vous mélangez parfois les choses. Donc, on va commencer par la base de choses qu'on ne peut pas nier. Qu'est-ce qu'on ne peut pas nier? Ça, je vous ai mis ici le temps, parce que le temps de 24 heures est effectivement accroché à ce concept de jeûne. Donc, il y a quelques vérités, et quand je dis vérités scientifiques, elles sont éphémères. Quelque chose que je vous dis aujourd'hui, je peux changer demain. Ah, Elisa, elle m'a dit ça, mais aujourd'hui, elle a dit une autre chose. Bien sûr, parce que les choses vont évoluer. Et les choses évoluent rapidement, beaucoup plus rapidement que vous pensez. Je vais présenter dans ce cours sur le jeûne une relation du jeûne avec la pandémie. Si je dis le nom de la pandémie, ils vont me couper la vidéo. Vous savez le nom. Ça commence par C et un O. OK? Une pandémie virale qui est en ce moment. Donc, je vais faire établir scientifiquement parlant, des articles de 2021 qui vont faire un rapport avec le jeûne et la pandémie virale qu'on est en train d'affronter en ce moment. Alors, quelles sont les vérités? Le jeûne physiologique doit être réalisé par tous
et englobe une période de 12 heures. Je m'explique. Le jeûne physiologique, ça veut dire que normalement, aujourd'hui, on fait un jeûne de 8 heures. Et le jeûne d'avant, le jeûne, l'alimentation, le jeûne physiologique, je parle, il était de 12 heures. Donc, le jeûne physiologique, c'est on arrête de manger à 20 heures et on va repartir à 8 heures du matin. Ça, c'est un jeûne physiologique. Normalement, les personnes, elles ne sont pas du tout dans cette optique-là. Elles sont dans le jeûne de 8 heures, qui n'est pas un jeûne physiologique. Vous comprenez? Donc, on va déjà faire ce premier pas parce que ça va demander parfois de certains organismes une réadaptation. Donc, le premier pas, c'est de mettre ce décalage de 8 heures passé à 12 heures. On commence déjà par là. À partir de 12 heures, la pratique de jeûne est utilisée pour les fins thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qu'on considère fin thérapeutique? À partir de 12 heures. OK? On va considérer comme fin thérapeutique. L'être humain a été programmé génétiquement et évolutivement à supporter des périodes sans nourriture. Ça fait partie de notre génétique. Donc, il y a une peur que je ne sais pas d'où ça vient, que je vais tomber dans les pommes, je vais avoir un problème dans la tête, je ne peux pas faire de jeûne. Tout ça, j'appelle des mitochondries feignantes. Je vous expliquerai plus tard. Qui sont des mitochondries qui sont habituées à utiliser comme source, je ne vais pas expliquer plus tard, je explique maintenant, qui utilisent de sources pour former l'ATP extrêmement liées aux glucides. Donc, les mitochondries qui sont habituées à glucides, qui d'ailleurs c'est la majorité de la population, et qui ne sont pas habituées à avoir comme source de lipides pour produire de l'ATP au travers de la bêta-oxydation, elles sont de mitochondries feignantes. Et donc, vous pouvez, la personne, le client, le patient, peut présenter, quand il va commencer à faire un jeûne, quelques signes qui vont donner l'impression qu'il est faible, tout ça. Il est faible, pourquoi? Parce que ces mitochondries ont l'habitude d'avoir comme carburant beaucoup de glucides. On continue. Tout comme une voiture flex, vous connaissez voiture flex, au Brésil, il y en a beaucoup. C'est une voiture qui peut tourner en utilisant la canne à sucre, l'alcool, ou elle peut tourner en utilisant le pétrole. Donc, au Brésil, il y en a partout ce type de voiture qu'on appelle voiture flex. Notre corps, c'est aussi une voiture flex. Il sait utiliser les graisses comme les glucides, les lipides comme les glucides, comme source d'énergie. Le cerveau, il sait aussi utiliser comme source, il sait utiliser évidemment comme source première le glucide, mais il sait aussi utiliser les graisses. Et là, vous allez tout de suite me dire, ah, ça veut dire qu'elle est en faveur de la diète cétogénique. J'ai rien dit de ça, c'est pas du tout ça, ok? Cependant, les personnes qui ne font pas un jeûne minimum de 12 heures et consomment des glucides à chaque 3 heures, elles ne vont pas utiliser les acides gras. Et elles ne vont pas utiliser ce triglycéride, y compris ceux qui sont déjà stockés pour une personne qui est en surpoids. OK? Donc, elles ne vont pas utiliser comme source d'énergie et ça sera encore stocké sous la forme de tissus adipeux. Écoutez, ça c'est quelque chose de complètement évident. On a quoi? On a une grosse consommation de glucides. On aura la nouveau-lipogénèse. On aura la formation de gras qui va se stocker dans les adipocytes et même parfois dans notre foie et va créer la fameuse stéatose hépatique non alcoolique. OK? Et ça, c'est évident. Donc, si la personne qui a ce type de consommation de glucides et l'histoire de « il faut manger à chaque 4 heures », je vous avais dit qu'il faut ouvrir l'esprit. Ça, c'est un absurde total.
de manger à chaque 3 heures. Ah, il faut manger à chaque 3 heures. Mais où de gens ont trouvé ce raisonnement? Expliquez-moi biochimiquement pourquoi une personne doit manger à chaque 3 heures. En sachant que ça, parfois, c'est le temps de la digestion. Donc, vous finissez une digestion, vous allez recommencer. Il n'y a pas un temps de repos pour votre corps. Il est toujours en train de produire et de cataboliser d'aliments. Mais qui a dit ça? Et j'entends ça tout le temps. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé dans la population la peur du jeûne. C'est ça que ça fait. Et il ne faut pas non plus prendre le jeûne comme une stratégie large que tout le monde fait. Ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est des professionnels. Si c'était aussi simple, on n'aurait pas autant d'obésité, autant de maladies, autant de surpoids, autant de personnes maigres, je ne parle pas de minces, maigres, autant d'altérations d'albumine, autant d'altérations de glycémie, de prédiabétique. On ne sort pas là. Si on est là, c'est parce que le format, l'alimentation, le mode de vie qui on utilise en ce moment, en 2021, ça ne va pas. Je ne sais pas quelle est la question vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a en ce moment un déséquilibre complet de notre alimentation, de notre sommeil, de notre activité physique, du stress, un excès de médicaments pas possible, parce que le jeûne et tout ce qu'on prend en termes d'aliments bioactifs, il a zéro contre-indication. Il ne va pas assommer un autre nœud biologique, un autre organe. Ça veut dire que si je fais mon traitement en termes de bioactifs pour mon foie, il ne va pas détruire mon rein. Cette question, elle est très importante et je passe du temps pour vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples. Elles sont complexes. Comprendre parfois, dire que l'alimentation et tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas top, tout le monde le sait. La question est qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution on va proposer? Critiquer, 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 ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que je suis là, pour proposer des solutions. Alors, jeûne sont pour ceux qui n'ont pas de déficit micronutritionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, évidemment, si vous faites un jeûne avec un objectif de restriction calorique, vous allez perdre du poids. Ça, c'est évident. OK? Vous allez perdre du poids, peut-être mal, mais vous allez diminuer, faire une restriction calorique. Même une personne qui a une hyper-résistance insulinique, si elle fait vraiment une restriction, elle va perdre du poids. Mais ce n'est pas ça. La question est que des personnes qui sont en déficit micronutritionnel, on ne va pas profiter de toute la puissance du jeûne. C'est ça que je veux dire. Et donc, vous pouvez faire un jeûne avec une puissance micronutritionnelle. Donc, pour que vous ne faites pas un jeûne qu'il y a un déficit micronutritionnel, vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin d'être informé. Et c'est pour ça que la population en général font des jeûnes eux-mêmes. Il y a, je ne sais pas combien de centres de jeûne que les gens vont dans la montagne. J'avais dit qu'il faut une ouverture d'esprit. Qui vont manger que de citron, ou sinon ils vont manger que de raisin, ou sinon ils vont manger rien du tout. Je voudrais les articles scientifiques qui montrent ce type d'action. La personne, elle passe une semaine en train de rien manger et après, elle dit que son esprit est plus... La question est mon déficit micronutritionnel. C'est ça ma question que je vous pose là. OK? Parce que c'est très beau, mais c'est pas comme ça que le corps va recevoir cette... aller balader dans la montagne, en plus avec l'activité physique, donc la personne brûle beaucoup. Et généralement, sont des personnes qui sont soit déjà dans la quarantaine, normalement, dans la quarantaine, donc on a parlé du vieillissement, elles ont déjà un pool mitochondriel beaucoup plus déjà en chute et elles vont passer 15 jours sans manger. N'est-ce pas?
Et là, on aurait un déficit micronutritionnel absurde. Et ce n'est pas ça l'objectif du jeûne. Alors, je commence par un des premiers articles qui sont sortis par rapport au jeûne en 2009. Nous sommes en 2021. OK? Et je voudrais profiter qu'il y a des articles comme celui-là de science, et des articles anciens ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Et les articles actuels ne veulent pas dire qu'ils sont bons. Ce n'est pas une question que d'années, c'est une question de qualité. Quels sont les échantillons qu'ils ont pris? Est-ce qu'il y a des intérêts de ceux qui ont intérêt à part de ceux qui ont écrit? Je regarde tout ça quand je vous présente un article. S'il y a eu d'autres intérêts, si la revue elle est respectée, quelle est la méthode qu'ils ont utilisée. Je suis une mangeuse d'articles. Okay? Je dévore les articles pour vous. Et c'est ça l'objectif. Et donc, ça c'est un des premiers articles que le titre est « La restriction calorique retarde l'apparition des maladies et la mortalité chez les singes rhésus ». Donc, c'est une étude qui a été faite, une étude de long terme de 20 ans. Vous vous rendez compte? De 20 ans. Et vous allez voir que la restriction calorique qui a été faite sans malnutrition, sans déficit micronutritionnel. Ils ont pris de singes qui n'y avait pas de déficit micronutritionnel. OK? Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez avec moi. Déjà, observez le singe A et le singe C. Regardez, observez les yeux du singe A et les yeux du singe B. Ça, c'est beaucoup plus vivant que celui-là. Et ce que je vais vous dire, c'est que tous les deux avaient le même âge, ils étaient élevés dans le même espace, et sauf que le singe C a fait de restriction calorique. Et le singe A, non. Vous voyez que les nœuds du singe A commencent déjà à s'ouvrir. Regardez les nez du singe B. Quand vous voyez le vieillissement, on a le nez qui va agrandir. On remarque ça déjà chez nous, n'est-ce pas? Et ici, remarquez bien la photo du singe B et D, de même âge chronologique. Mais on avait parlé déjà de la question de l'âge biologique, totalement différente. Regardez la masse musculaire, regardez le poil du B et du D. Et alors, on parle alors d'une stratégie de restriction calorique intermittente. Si vous voulez savoir, le titre de cet article, il est là à votre disposition parce qu'il n'est pas payant du tout. C'est que tapez et vous allez voir toute l'explication. C'est extrêmement intéressant. Alors, les résumés, on va voir la 2008 de facteurs alimentaires, hormèse et santé. Donc, la question de cet facteur, c'est que tout est lié à l'hormèse. Alors, la réduction de l'apport énergétique par une restriction calorique contrôlée ou un jeûne intermittent augmente la durée de vie et protège divers tissus contre les maladies, en partie par des mécanismes d'hormèse que je vais vous expliquer, qui augmentent la résistance cellulaire au stress. Donc, l'hormèse, c'est un petit stress qu'on va proposer à nos cellules et vous allez voir qu'elle aura une réponse complètement différente. C'est ça le principe hormétique, ok? Regardez ici cette graphique que je pense qu'il va être beaucoup plus clair pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est l'hormèse? Regardez ici qu'on a dans les deux axes, on a un axe dommage et un axe stresseur, des éléments stresseurs, ok? Et on a ici, dans le premier cas, on a cette ligne tout droite qui s'appelle le modèle linéaire. Qu'est-ce que je vais dire par modèle linéaire?
c'est que j'ai un stress de 5, j'ai un dommage de 5. J'ai un stress de 10, j'ai un dommage de 10. J'ai un stress de 1000, j'ai un dommage de 1000. Ça, c'est cette ligne verte-là, ok? Qui va être complètement, directement proportionnelle à mon stresseur. J'ai un stresseur que, au fur et à mesure que j'augmente le stress, cet stress, ce n'est pas que le jeûne, un stress, ok? Ça peut être un stress psychique, ça peut être un stress alimentaire, ça peut être un stress oxydatif, stress. Et là, je vais augmenter aussi mon dommage cellulaire, ok? Maintenant, il y a le rouge, qui c'est le modèle exponentiel. Ça veut dire que j'augmente, vous voyez, je suis là en train d'augmenter mon stresseur et il n'y a rien qui se passe. Et d'un coup, j'aurai une augmentation exponentielle. Le dommage va commencer à augmenter, mais beaucoup plus qu'au niveau du stress. Donc, c'est, on appelle modèle exponentiel. C'est un peu comme le pH, quoi. Le pH, il augmente d'une façon exponentielle. De 100, on va à 10 000, 10 000, à 100 000. Vous voyez? Donc là, c'est la même situation. Donc, on a deux modèles que je suis en train de vous expliquer. Le modèle linéaire et le modèle exponentiel. Regardons maintenant le modèle hormétique. Ça veut dire quoi le modèle hormétique? C'est que je commence par un petit stress et ce petit stress, à la place de me causer un dommage, il va protéger mon corps. Vous voyez, protection. Donc, là, protection, on a protection, 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 jusqu'à un moment que le stresseur va devenir dommage. Je voudrais vous donner un exemple de quelque chose que j'espère que vous soyez mature suffisamment pour comprendre. La cigarette, la fumée de cigarette, selon les études, elle a ce modèle hormétique. Ça veut dire que si on était capable de faire un taf de temps en temps, on pourrait avoir cette protection de notre cellule. Elle serait plus forte vis-à-vis de dommages de pollution, de cigarettes, de la fumée de cigarettes, etc. Vous voyez que je donne beaucoup de choses que peut-être vous ne connaissez pas. Alors, est-ce que je vais dire aux gens de fumer? Vous n'avez pas besoin d'écouter ma réponse. Évidemment que non. Mais un exemple de modèle hormétique est le jeûne. Ça veut dire que si vous faites des jeûnes intelligents, vous aurez une protection. Mais si vous faites aller à la montagne, jeûner pendant 20 jours, vous êtes déjà là. Oh. Vous allez causer du dommage. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Et tout ce que je dis, je montre les articles. D'accord? Regardez ici d'une façon différente la même question. On a ici la réponse linéaire. On a ici la réponse hormétique. Donc, qu'est-ce que c'est hormèse? C'est générer l'adaptation de l'organisme qui va induire un type de réponse de protection. Donc, on va faire une petite exposition, on va stresser un peu. Et là, c'est le cas, par exemple, de l'hormèse mitochondriale. Je vais essayer de vous montrer ici. Mitochondrial hormesis. C'est exactement ici, oh, on a un petit peu d'exposition aux radicaux libres qui va suggérer qu'on peut avoir une réponse hormétique. Ça veut dire que si on expose notre mitochondrie un peu aux radicaux libres, ça veut dire quoi, par exemple? Exercice physique. L'exercice physique va créer des radicaux libres. Mais ce n'est pas exercice physique à l'outrance, parce que là, vous allez dépasser. Je trouve ça d'une beauté, je ne sais pas vous. Donc, je voudrais vous montrer ici quelques facteurs qu'on appelle des facteurs hormétiques. Facteur hormétique, c'est le mode de vie,
l'exercice, la restriction alimentaire, une alimentation basée ou fondée avec beaucoup de phytochimiques. Pourquoi? Parce que les végétaux, leur façon de se défendre, parce que comme les végétaux, ils sont sessiles, ils n'ont pas de mobilité, c'est de produire des molécules qui vont attaquer les insectes, qui vont attaquer. C'est ça, en fait, les éléments bioactifs dans notre corps qui viennent de végétaux. C'est parce que les végétaux ont subi un stress oxydatif. Et donc, c'est pour ça qu'une diète fondée sur végétal, elle est super. Parce que eux ont subi de stress oxydatif, donc ils ont créé de façon de se défendre, qui sont effectivement le pigment, les pigments, toutes les molécules biochimiques présentes dans les végétaux, les phénoliques et d'autres, qui auront pour nous cet effet hormétique. La stimulation cognitive, vous savez qu'est-ce que je vais dire par ça? Si je vous donne une tâche difficile à résoudre, ça va stimuler votre cerveau. Donc, on peut regarder ça comme un facteur hormétique. Ça va faire que le cerveau soit stimulé. C'est pour ça que c'est important dans notre vie, et effectivement après 40 ans, de faire des exercices cognitifs en dehors de notre travail. Par exemple, si je fais des lectures que sur nutrition fonctionnelle, que sur ça, nutrition fonctionnelle, je ne mets pas un défi à mon cerveau. Ce qui serait intéressant, c'est de lire un peu sur photographie, par exemple, de lire un peu sur musique. Vous voyez, on a des choses qu'on peut faire qui sont incroyables, plus que vous imaginez. La problématique, c'est la continuité de choses qu'on ne donne pas. On commence, dans une semaine, on veut déjà un résultat et beaucoup parmi nous, quand je dis nous, nous-mêmes et nos patients et nos clients, ils reviennent à la phase 0. Quand ils ne reviennent pas à la phase -0, on sait ça. Comment on va jouer avec tout ça? Quelles sont les techniques qu'on va utiliser? La route de la transformation dans le cas, elle a cette réponse. On a cette réponse aujourd'hui. On peut travailler tout ça. Après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ces facteurs hormétiques qui, par exemple, si j'ai une restriction énergétique, c'est notre sujet aujourd'hui, j'aurai une dépression énergétique, une diminution énergétique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'estimulation de quelques facteurs de transcription. NRF2, par exemple. Qu'est-ce que c'est NRF2? C'est erythroid, derived to, on appelle érythroïde. C'est un facteur de transcription qui a un rôle protecteur contre les stress oxydatifs. Est-ce que vous avez besoin de connaître ça? Oui, oui. Celui-là, NRF2, c'est fondamental parce que c'est un facteur de transcription qui est lié, qui d'ailleurs est sur le chromosome 2, c'est pour ça que ça s'appelle 2, un rôle protecteur de notre stress oxydatif. On a aussi le FOXO. FOXO, normalement, on va parler de FOXO3. FOXO3, il est activé par la sirtuine. On a parlé de la sirtuine. Et ce FOXO3, il va faire quoi? Il va réguler la population lymphocytaire. Et qui qu'il va inhiber? NF-κB. Vous voyez que tout simplement, pour le fait que je fais un jeûne, on va discuter tout ça, hein? Mais que je fais un jeûne, il y aura une déplétion énergétique qui va stimuler des facteurs de transcription, le CREB, FOXO, NRF2 et NF-κB, qui est ce que vous connaissez un peu plus, qui c'est un des facteurs de transcription inflammatoire, un des plus étudiés au moins. À partir du moment qu'on va voir ce facteur de transcription, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un facteur de transcription? Un facteur de transcription, il sera activé, il est dans le cytoplasme, il va aller jusqu'à notre noyau pour exprimer, quand je dis exprimer un gène,
c'est la production d'une protéine. Quelle protéine? De protéines qui nous intéressent, que cet facteur de transcription va faire. Donc, ces facteurs de transcription vont causer des effecteurs, un résultat. Il va avoir un résultat, un effet. Ces effets seront là. On aura des effecteurs hormétiques qu'on appelle effecteurs. C'est ceux qui réalisent les antioxydants. Exemple, superoxyde dismutase, catalase, glutatione peroxydase, glutatione. Donc, je vais revenir en arrière. Ça veut dire, Elisa, que j'ai fait mon exercice physique, j'ai fait mon jeûne, j'ai une déplétion énergétique, je stimule les facteurs de transcription qui vont stimuler la catalase, la glutatione peroxydase. Vous comprenez maintenant? Les protéines chaperones sont des protéines qui vont induire l'apoptose, qui vont induire l'autophagie, comme par exemple HSP70. HSP, c'est Heat Shock Proteins. Ça, c'est un sujet à part qu'il va falloir étudier. GRP78, par exemple, qui est une protéine majeure du réticulum endoplasmique rugueux, qui va contrôler la qualité de protéines qui sont produites au niveau du réticulum endoplasmique rugueux et qui a une relation directe avec le métabolisme glucidique. D'ailleurs, GRP, c'est Glucose Regulated Protein, une protéine régulatrice du glucose. Vous voyez comment c'est intéressant. Et d'autres facteurs, ok? Si on revient à notre matrice de la nutrition fonctionnelle, on pourrait dire que, parce que déclencheur, on parle beaucoup de déclencheur dans le sens de la maladie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a déclenché la maladie? Maintenant, on peut utiliser déclencheur pour qu'est-ce qui a fait du bien. Les déclencheurs dans notre cas, le mode de vie, l'exercice, la restriction calorique, l'utilisation d'une diète phytochimique, les stimulations cognitives, tout ça sont des déclencheurs qui vont nous donner comme médiateur tout ça que je viens de vous montrer là. Des NERF, des FOXO, des CREB, des NF-kappa-B et les antioxydants et le facteur de croissance et les protéines chaperones peuvent être considérés comme médiateurs. Vous voyez? J'adore ça, j'adore ce sujet. J'adore ce sujet parce que c'est un sujet que les gens parlent n'importe quoi. Et si vous avez cette connaissance, est-ce que ça ne mérite pas une carte mentale? Quand même. Quand même. Je vais vous montrer d'autres cartes mentales. Par exemple, celle-là. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans chaque élément ici. Ici, vous avez une cellule. Ici, vous avez le noyau. OK? Ici, vous avez des morceaux de ADN. OK? Là, vous voyez, là, la FOX, elle est là. Oh, FOXO, elle est là. Elle est partie, elle est venue là. Oh. Un facteur de transcription, comme je viens de vous expliquer. Maintenant, il va falloir que vous sachiez vous-même choisir qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est essentiel. On ne va pas faire carte mentale de tout, mais il faut faire la carte mentale de ce qui est essentiel. Alors, ici, on a réduction de l'insuline, IGF-1, signalisation, réduction de l'hormone de croissance IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1. Ça, c'est produit principalement au niveau du foie. Et ce IGF-1, c'est une protéine très semblable à la pro-insuline. On a déjà parlé de ça. Pré-pro-insuline, pro-insuline, insuline. Libération dans les cellules bêta. Vous voyez que tout est lié. Apprentissage zigzag. Il faut revenir en arrière à chaque fois, sinon on oublie. C'est IGF-1, j'adore l'étudier. Lui, il est produit par les chromosomes 12. Et on a
de restriction calorique, restriction de glucose. Attendez. Après, on a activité physique. Je suis en train de vous montrer quoi? Je suis en train, s'il y a une réduction d'insuline, il y a une diminution de l'apport calorique, une diminution nutritionnelle. Glucose, restriction en glucose. Activité physique. Je suis en train de vous montrer quelques facteurs hormétiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai à dire ici? Que tout ça, AMPK. AMPK, c'est quoi AMPK? K, c'est une kinase. Kinase, phosphorylation. Phosphorylation de quoi? AMP. C'est une protéine kinase qui est activée par l'AMP. AMP, adénosine monophosphate. Ça vient de quoi? ATP. ATP, ADP, AMP. Il y a une voie métabolique AMPK, elle est très jolie. Donc, l'AMPK est une voie régulatrice clé de l'homéostasie énergétique et que vous devez connaître, ok? Vous voyez que bien après ça va venir le mot sirtuine. Vous voyez? Qui est la protéine qu'on a déjà parlé, les sirtuines. Je ne peux pas répéter tout à chaque fois. Alors, tout le monde là est en train de venir jusqu'à là. Va stimuler cette voie AMPK, qui va venir à quoi? À stimuler ma mitochondrie. Vous voyez? Il stimule la mitochondrie et va inhiber une voie qui est la voie mTOR. La voie mTOR est un inhibiteur, regardez ici. La voie mTOR, un inhibiteur, quand on a une flèche avec un truc comme ça veut dire inhibition. Un inhibiteur de la voie AMPK. La voie AMPK inhibe mTOR et mTOR va inhiber l'activation mitochondriale. Ok? Ok? Ça s'appelle mitohormèse. C'est ça que je voudrais vous montrer. Mitohormèse. Production alors de... C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, on a une réponse par stress oxydatif, radicaux libres. Ces radicaux libres, alors, vont agir en stimulant tous les facteurs de transcription que je vous ai parlé. On est bien d'accord. Et là, regardez bien ici. On a, d'ailleurs, dans ce processus, on aura, pour la longévité, on est d'accord, on a toutes ces expressions-là, donc on parle de gènes de longévité. Les FOX, les NIRF2 et tout ce que j'avais parlé avant sont des gènes de longévité. Et là, on aura cette mitohormèse où on aura aussi une réponse au niveau de phase 2 de notre c'est quoi ça, phase 2? Phase 2, c'est une réponse de notre foie en phase 2, en réaction de phase 2. Qu'est-ce que c'est réaction de phase 2? Je vous pose la question. Elles sont des réactions qu'on dit anaboliques ou synthétiques, qui est la conjugaison. Ça veut dire qu'on va substituer un élément de ma molécule, un médicament, n'importe, pour un radical méthyle, ou pour un sulfate, ou pour une acétylation, un acétyl. Donc, on appelle ça méthylation, sulfatation, acétylation. Ça, c'est la phase 2. Donc, un individu, est-ce que vous comprenez la situation? Un individu qui est soumis à une activité physique ce n'est pas non plus se balader dans la rue, hein? Activité physique, mouvement constant, ok? Et qui va tirer un petit peu la corde de sa capacité physique. Ou à la restriction calorique, qui c'est notre sujet d'aujourd'hui, il va améliorer l'expression des enzymes de phase 2. Et là, je voudrais tout simplement m'arrêter et vous dire, vous savez, par le signe et les symptômes, que votre client ou votre patient a un problème de stéatose, a un problème de foie, a un problème de détoxification. Vous savez ça. Il a un excès de mercure, il a un excès de quelque chose, vous savez ça.
qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à prescrire de choses pour le foie. Vous adorez ça. Cholagogue, cholérétique, la plante X, la plante Y, les laboratoires vous aiment parce que c'est ça que vous faites. Et vous devriez commencer par quoi? Voilà la réponse. Est-ce que votre patient est sédentaire? S'il est sédentaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de traitement de foie, ça ne va pas marcher. Il ne va pas avoir la solution escomptée. Et il y a des gens, j'ai des patientes, j'ai une là qui vient dans ma tête, elle me dit, je fais du jardinage, Elisa, mais son jardinage, je ne vais pas chez elle voir qu'est-ce qu'elle fait comme jardinage. Et ça ne m'intéresse pas, parce que ça fait 6 mois qu'elle fait du jardinage et il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé en termes d'amélioration de sa qualité de son foie, de son processus de détoxification. Il faut insister avec le patient par des choses qu'il peut faire s'il n'a pas l'argent, pour acheter de micronutriments, s'il n'a pas de suppléments nutritionnels. C'est pour ça que je dis que la nutrition fonctionnelle et la roue de la transformation, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a une liste, par exemple, quand je vois ici les sirtuines. Les sirtuines, elles sont dans la production d'énergie, elles sont dans la réparation des cellules, dans la sensibilité des tissus aux hormones, elles sont dans tout ça, combustion des graisses. Et quand on voit sirtuine, on voit MPK, mais on voit quoi là-haut? On voit activité physique, restriction calorique et réduction de l'insuline. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, réponse au stress oxydatif, enzyme de phase 2, adaptation métabolique. C'est ça qui va se passer. Alors, ici, je vous ai mis les différentes modalités de restriction énergétique. On peut dire restriction énergétique synonyme jeûne. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, on va voir plusieurs types, différentes modalités, ne mélangez pas tout. Donc, différentes modalités de restriction énergétique, qui on dit que c'est jeûne intermittent. Jeûne intermittent, le nom dit, c'est intermittent. Donc, par exemple, 1 ou 2 jours, vous faites une restriction dans la semaine. Donc, il y a des gens qui disent, tous les jours, je fais 18 heures de jeûne. Ça, c'est pas jeûne intermittent. Ça, c'est jeûne. Ça, c'est jeûne de restriction énergétique, point. OK? Jeûne intermittent. Il y a une intermittence. Vous faites, vous ne faites pas. Vous faites, vous ne faites pas. Vous faites 2 jours, vous ne faites pas 3 jours. Vous faites 1 jour sur 2. Ça, c'est un exemple. Un système, par exemple, 6 jours sur 1 jour ou 5 jours, 2 jours par semaine, avec une réduction de 75 à 80% de réduction énergétique. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Attendez, tout va venir au bon, parce que j'ai envie de vous donner les réponses, mais on se calme. Même moi, il faut que je me calme. Alors, restriction énergétique, jeûne d'un jour sur 2. Donc, ça veut dire, on peut faire un jour d'alimentation restrictive, une réduction de 25%, de 50%, de 80%, jusqu'à 100%. Rien manger. Une journée d'ingestion libre ou compensée. J'explique là. On va dire, le lundi, je ne mange pas, je bois, mais je ne mange pas. Exemple. Et je vais manger le mardi. Et le mardi, les gens disent, je compense. Ça veut dire, le mardi, vous mangez ce que vous voulez. Et les études montrent que si on restreint une personne le lundi, on va dire que normalement, elle mange 2000 calories. On restreint. Donc, dans votre tête, normalement, mardi, elle allait manger 4000 calories. Non, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, il va y avoir une réduction de 30 à 40%. Donc, elle va manger pas 4000 calories,
elle va manger 40% moins. Vous comprenez? Donc, si vous faites le compte à la fin, elle a eu quand même une restriction calorique. Ça sont des options. Restriction calorique. Un apport calorique réduit de 10 à 30% par jour, ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. C'est le plus connu. Vous prenez vos journées et vous commencez à enlever des choses à vie. Ça, c'est le moins qui marche. Et c'est ça qu'on a appris tous à l'école. Quand vous êtes dans l'école, les gens vont dire que pour perdre du poids, il faut faire une restriction calorique tous les jours, n'est-ce pas? De 10 à 30%. Ça, c'est le plus connu. Alors, le bénéfice de tout ça, c'est d'être constant. Et si vous faites des restrictions caloriques absurdes, vous allez déjà avoir notre problème micronutritionnel que je vous ai parlé. Et deuxième temps, vous allez avoir une restriction telle que vous allez sortir de la restriction et aller au n'importe quoi. Vous allez perdre la notion et vous allez tout manger. Et ce n'est pas ça le jeûne, du tout. Le jeûne, c'est une stratégie thérapeutique. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est aussi quels sont les bénéfices qui propose le jeûne. OK? Tout ça, c'est possible. Toutes les options sont possibles. Mais il y a ce qui dit, moi, j'ai fait mon jeûne de la façon A. Est-ce que ça marche? C'est très bien. Ah, moi, non, j'ai fait de la façon B. Donc, votre travail est de trouver avec votre client ou avec votre patient ce qui est plus convenable pour lui. Parce qu'il y a des choses que vous allez obliger à faire et qu'ils ne vont pas le faire parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors, ça, c'est regarder le titre. Fréquence et calendrier de repas dans la santé et la maladie. Fréquence et calendrier de repas dans la santé et dans la maladie. Je vais vous montrer différents types de régimes alimentaires. Mais avant de vous montrer les différents types, je voudrais que vous compreniez ce dessin. Ici, on a un type d'alimentation, un modèle A, un modèle B, un modèle C, un modèle D et un modèle E. Je vais vous dire une chose que je fais parfois. Je fais le dessin du modèle pour mon client ou mon patient pour qu'il puisse visualiser quel est son modèle d'alimentation. Et après, je vais lui proposer un autre dessin et je peux lui proposer un autre modèle. Il y a des choses que je dis ici et qui parfois, elles n'est pas dans la formation RT2 par exemple. Ça, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que sinon, on ne finit pas la formation. Et ça, c'est un détail. OK? Vous allez avoir de la créativité vous-même. Mais moi, j'aime bien représenter les choses concrètement pour les clients, pour les patients. Et donc, quand il va faire son enquête alimentaire, avec les horaires qu'il mange et tout ça, on fait un rond et je fais exactement cette représentation. Regardez, la boule rouge, c'est la représentation d'un repas normal. Repas normal, voyez? Ça, c'est pas là dans ce modèle, mais je vous explique. Si la personne, mon client ou mon patient, il va au-delà de ce repas normal, je fais une grosse boule. Ça veut dire qu'il est en train de trop manger pour le représenter sa façon de manger. Vous avez trouvé ça intéressant? Alors, ici, c'est le fameux goûter, snacks, que le français adore. Adore. Donc, le bleu, c'est la journée et le soir, c'est le noir. Donc, on va analyser cette personne. Cette personne, elle a 3 repas par jour avec 2 repas pendant la journée, ça veut dire jusqu'à 18 heures. Et après 18 heures, elle a un autre repas. C'est clair pour vous? Ça, c'est comme si c'était un horloge. Donc, vous voyez bien qu'elle ne mange pas, si je mets comme un horloge, trop tard. Elle va manger là autour de 19 heures. Si on met là, c'est qu'elle mange à minuit. Je trouve ça hyper intéressant.
Ça, c'est un cadeau que je vous offre. Vraiment. Dans mon modèle numéro 2, j'ai une personne qui mange que jusqu'à 18 heures, 3 repas. OK? Et là, j'ai une personne qui elle mange que 2 fois par jour et jusqu'à 18 heures. Et le modèle D, j'ai une personne qui mange de petits repas 3 fois par jour. Parfois, on a besoin de ça. Petits repas, parce qu'on a un reflux gastro-œsophagien de caractère local, de caractère parce que la personne elle a effectivement un problème au niveau de la partie inférieure de l'œsophage, n'est-ce pas? Et donc, elle a besoin de ce petit repas. Donc, je peux lui dessiner un truc comme ça, par exemple. Ou même faire plus de boules, de petites boules. Là, on sort complètement de mon sujet là. Et là, on a une personne qui ne mange absolument rien, ni le matin, ni le soir. Elle fait un jeûne complet. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, tiens, tiens. Qu'est-ce que je peux avoir alors? Je peux avoir une personne qui va manger les types A, ça veut dire elle a une alimentation régulière de 3 repas et 2 goûters. Quel jour? Tous les jours. Tous les jours, là. Comment vous allez savoir ça? Par rapport à votre enquête alimentaire que vous allez faire avec votre patient. Vous comprenez? Vous allez lui présenter là, ça. Je ne présente pas à tous les patients ça. Je présente au fur et à mesure qu'ils ont besoin. Et donc, qu'est-ce que vous allez analyser? Vous voyez bien que je n'ai pas d'examen sanguin. Regardez que ça. Votre personne, elle est en surpoids, par exemple. Vous avez compris que ce modèle-là, ça ne va pas. Je n'ai pas parlé du contenu, mais je vous dis de suite que ce modèle, ça ne va pas. Elle est en train de stocker. S'il est en train de stocker, est-ce qu'on va enlever ce snack-là? Est-ce qu'on va faire diminuer et mettre ça un jour? Je ne sais pas. Regardons le modèle B. Le modèle B, on est effectivement 3 repas qui sont consommés pendant la journée. Vous voyez? Donc ici, on a cette personne, elle a tous les jours le modèle B. Je vous donne les différents types alimentaires. Et on peut faire cette combinaison à la folie. À la folie. C'est ça qu'il va falloir savoir travailler. 2 repas sans petit déjeuner. 5, 2. Regardez, le lundi, elle fait D. Elle fait de petits repas comme ça. Le mardi, elle fait de petits repas comme ça. Elle fait D. Quand elle arrive à mercredi, jeudi et tout le reste, elle fait B, de petits repas. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a que 2 jours qu'elle a utilisé cette façon-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous dire une solution que vous n'allez même pas croire. Vous avez une personne obèse. Vous allez travailler A avec B, A avec C. Vous allez essayer tout ce qui est possible et imaginable pour qu'elle va s'adapter à une formule quelque part. Vous comprenez? Donc, elle va s'adapter quelque part à une formule. Et c'est ça la beauté de ce travail. Ici, on a 3 petits. J'ai déjà expliqué les 3 petits. Et là, on a le lundi. Ça, ce sont des options. Mais il y en a d'autres options que vous pouvez composer. Le lundi, on a alimentation normale. Le mardi, on a, évidemment, si vous voulez changer le mardi pour jeudi, ce n'est pas le problème, ok? En fonction aussi de sa vie, de son travail, etc. Le mardi, on mange rien. Le mercredi, on va manger comme A. Et on fait AE, AE, AE. Là, on a effectivement une jeûne intermittent. Vous voyez, là, c'est un jeûne intermittent. Là, le D, ce n'est pas un jeûne intermittent parce que la personne, elle mange tout le temps.
elle mange un peu tout le temps. Ici, c'est qu'une diminution de quantité. C'est différent. Et, non, ça, c'est un cadeau, vraiment. Et ici, on a des alternatives AD, 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 AD. OK? Mais je pourrais aussi vous proposer d'autres options. Je pouvais vous proposer C et D. C et D. Parce que C, elle a une fenêtre plus courte de temps. Vous voyez? On diminue. Je vais dire, le jeûne, il est plus long. En tant que C a une fenêtre plus courte que D. Donc, D, elle va manger avec plus de fréquence, mais moins. En tant que là, elle va manger plus. Donc, tout ça sont des options que vous allez offrir à votre client. Évidemment, vous avez mis dans la matrice, vous avez les antécédents, vous connaissez votre patient, vous proposez quelque chose d'emblée. Après, vous lui dites en amont que vous avez dans votre manche plusieurs options. Ça, il n'y a que Elisa qui donne. Hein? Mais je voudrais quand même vous donner quelque chose qui fait la différence dans votre vie. Ça fait la différence. Si vous savez utiliser, c'est du top. Les jeûnes pour perdre du poids, une stratégie efficace ou dernière tendance en matière de régime? Ça, c'est la question. Les jeûnes pour perdre du poids, est-ce que c'est efficace ou dernière tendance en matière de régime? Les jeûnes intermittents ou des jours sur 2 peuvent être une alternative pour atteindre la perte de poids et le maintien du poids. Qui a dit ça? Elisa? Non. Le Journal international de l'obésité. International Journal of Obesity. Très, très connu. C'est pas moi qui dis ça. OK? Et quand il a dit ça? En 2014. Le 26 décembre qu'on a vu cet article-là. Alors, vous allez me demander, parmi toutes les stratégies, quelle est la stratégie la plus efficace? J'adore cette représentation. Vous voyez, ça c'est pour mettre dans une carte mentale, un truc comme ça. Vous n'allez pas mettre tout. Mais quand vous faites ça, ça veut dire bonne idée, à faire, à penser. Et ça, c'est facile à dessiner. Vous faites un truc comme ça, voilà. Alors, on va comparer aussi les différents abordages en termes de style de vie. Déjà, je vais vous traduire tout ça. Alors, allons-y. Que la traduction? CR, restriction calorique. ADF, c'est les jeûnes d'un jour sur 2. ADF, tout est en anglais, ok? Donc, alternate day fasting. L'anglais, c'est écrit ici, ó. Ó, caloric restriction, alternate day fasting, time restricted feeding, exercise. Et là, je vous fais la traduction pour que vous n'avez pas le besoin de le faire parce qu'on a besoin de comprendre ce que je vais vous expliquer. Donc ici, c'est les jeûnes d'un jour sur 2, l'alimentation limitée dans le temps et l'exercice physique. OK? Ça, c'est la description de chaque condition. Et là, on va voir quelles sont les actions, restriction calorique, jeûne un jour sur 2, alimentation limitée dans le temps ou exercice physique qui vont diminuer l'IMC et la masse graisse. Tout le monde. Tout le monde. Donc, vous voyez bien que si on fait un composé d'exercice physique, parfois on fait l'alimentation dans le temps, parfois on fait le jeûne d'un jour sur 2, et parfois on fait la restriction. Tout ça, c'est un packaging qu'on peut travailler, et spécialement les obèses. Les obèses, c'est une maladie. Si vous ne proposez pas toutes ces variations, vous n'allez pas arriver. Pour ceux qui travaillent avec obésité, ils savent de quoi je parle. N'est-ce pas? Et pour ceux qui sont très minces, on peut travailler de la même façon, au contraire. Tous les petits modèles que je vous ai montrés, vous pouvez proposer à la personne qu'il faut gagner du poids. Et vous n'allez pas lui faire gagner du poids en train de lui donner du sucre, en train de lui faire manger n'importe quoi. C'est au travers de la densité nutritionnelle. Mais vous pouvez utiliser tous les petits plats là que je vous ai montrés
là pour faire le même travail. Cadeau, pas cadeau. Et si vous imaginez que cette formation, elle existe sous la forme de minimum 8 heures. 8 heures. Ça ne fait pas partie de la RT. C'est trop de choses. Un détail, je veux dire, hein, un détail. Donc, diminution du MC masse graisse. Amélioration du métabolisme du glucose, tout le monde. Si vous faites restriction calorique, de jeûne en sucre ou l'alimentation, ou et, vous aurez amélioration du métabolisme du glucose. C'est évident. Aucun engagement de temps ni de coût. Qu'est-ce que je vais dire? Là, si vous faites le jeûne d'un sur deux ou l'alimentation limitée dans le temps, vous n'avez pas besoin de préparer de plats spéciaux. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. En revanche, si vous faites la restriction calorique, parfois on a besoin de préparer des choses, faire de préparation pour que ça soit moins calorique, etc. La même chose en termes d'activité physique, il n'y a aucun engagement en termes de temps et de coût. OK? Aucun engagement, c'est le jeûne et l'alimentation. L'alimentation limitée dans le temps. Le exercice physique, c'est pas dans l'histoire là, ça ne fait pas partie. Alors, mangez quand vous voulez. Si c'est restriction calorique, vous pouvez manger quand vous voulez. Le jeûne 1 sur 2, non, vous ne pouvez pas manger quand vous voulez. Ni l'alimentation limitée dans le temps. Donc, pour manger quand vous voulez, ça serait l'activité physique, évidemment, et la restriction calorique. Et ici, ça ici, oh, c'est que pour que vous compreniez, mais vous avez déjà compris, ça veut dire oui, non et quelquefois. Là, c'est quelquefois, peut-être vous aurez besoin de préparation. Et le dernier qui est pas de réduction énergétique. Quand vous ne faites pas de réduction énergétique, ok? Vous ne faites pas de réduction énergétique quand vous faites un jeûne d'1 sur 2. Je m'explique. Parce que vous pouvez avoir ici, dans ce travail-là, pour eux, ça veut dire que vous ne mangez pas un jour, mais vous mangez l'autre, et l'autre, vous avez la liberté de manger comme vous voulez. Et là, c'est là que je vous ai dit qu'il y a 30% quand même de moins, que la personne n'arrive pas à remplir ou à compenser tout ce qu'elle n'a pas mangé avant. OK? C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de réduction énergétique. L'alimentation limitée dans le temps, ça veut dire que vous arrêtez de manger à 18 heures, mais il n'y a pas de réduction énergétique. Et l'exercice physique, il n'y a pas de réduction énergétique non plus. Les seuls, c'est la restriction calorique. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre les uns et les autres? Et là, il a été démontré que toutes ces interventions, ça c'est le plus important, améliorent la composition corporelle et l'homéostasie du glucose. Si ça améliore l'homéostasie du glucose, il y a moins d'insuline. S'il y a moins d'insuline, on a moins d'inflammation, moins de stress oxydatif et notre patient va se sentir mieux. La prochaine fois, on va commencer à des choses plus sérieuses, quoi. On va montrer les impacts de l'obésité dans le métabolisme et dans la fonction immunitaire. Mais ça sera pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on va parler de immunité, on va parler de cancer, on va parler de diabète type 2, on va parler de restrictions tout court, on va parler de choses très objectives. Je vous attends alors dans notre projet pour finir ce thème qui est la nutrition fonctionnelle et le jeûne. Est-ce que ça vous a plu? Si ça vous a plu, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de vous. J'ai besoin tout simplement que vous me faites un like. J'ai besoin aussi que vous marquez la cloche. Et j'ai besoin, si vous pouvez, que vous partagez. Ça serait sympa aussi. Je vous remercie. C'était un plaisir. Et à bientôt.
e vem comigo. Vem comigo!